Donc, c'est bon. Alors, bonjour, buongiorno, hello, privet. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce webinaire en fait dédié à l'enseignement spécialisé ou plutôt à l'enseignement extraordinaire. Donc, c'est en fait le deuxième que nous faisons avec cette thématique. Le dernier, je crois, c'était en mars dernier. Et puis, le temps passe si vite. Nous avions eu vraiment des super intervenants pendant le webinaire passé avec des personnes des fondations telles que Homme chez nous, Fondation ASFI, Fondation Verdé. Et puis, c'est une thématique en fait qui nous tient vraiment à cœur de comment utiliser le robot éducatif Timio avec des enfants à besoins particuliers. Et aujourd'hui, nous avons d'autres présentateurs venant d'autres fondations et d'autres projets qui ont l'expérience dans le terrain. Et en plus, ils sont internationaux parce qu'on a des intervenants de la Belgique, d'autres de France, d'Italie et puis évidemment de la Suisse. Donc, c'est une belle palette en fait d'échantillons de ressources dont vous pourrez vous inspirer parce que justement, ces webinaires, on souhaite vous donner des idées pour qu'ensuite vous puissiez faire avec votre classe. Donc, Sarah va commencer par présenter les intervenants. Donc, Sarah, je te laisse la parole. Oui, absolument. Comme tu disais bien, Sophia, en fait, on a 5 enseignants et avec 4 présentations et les enseignants, en fait, ils viennent des pays différents. Oh, désolée, ça c'était mon téléphone. Tout d'abord, nous aurons une intervention d'Anouk. Anouk, en fait, je ne sais pas si je vais bien prononcer ton nom de famille, c'est Vanena Hause. Elle est enseignante depuis plusieurs années dans les spécialisés secondaires, régente en sciences humaines. Elle s'est formée aux ateliers logico-mathématiques, car cette approche pédagogique correspond au public avec lequel elle travaille. Elle va montrer en fait un projet en robotique avec Vanessa Cacciatore. Elle est aussi enseignante depuis 20 ans dans les spécialisés secondaires. Elle a repris ses études en cours de carrière. Et grâce à cela, elle a eu la chance d'être détachée pédagogique à la maison des maths et des numériques où elle a pu mettre à point un dispositif en robotique pédagogique. Et elle propose avec Anouk diverses activités liées au numérique et à la robotique afin d'aider les élèves à une pédagogie active. Les 2 enseignantes viennent de Belgique. Après, on aura Laetitia Laferrière, enseignante spécialisée. Elle travaille dans une institution pour des élèves avec des troubles d'apprentissage et du comportement. Plus ou moins, les enfants, ils ont entre 2 et 4 ans de retard scolaire. Et à côté de ça, elle est également responsable de l'éducation numérique dans son école, où elle fait des ateliers informatiques pour les différentes classes, notamment avec les robots Timio. En avant-dernier, Sébastien Mienveil, qui c'est en fait un formateur en robotique pédagogique avec Timio. Il est ambassadeur Timio, il s'est formé à la programmation de Timio avec Didier Roy et à travers l'IRIA de Bordeaux en 2015. Puis il a découvert la pédagogie avec Morgane Chevalier de l'EPFL. Il est formateur à l'Académie de Bordeaux et en péninsule ibérique à Barcelone. Et animateur aussi avec Algo Timio. Et enfin, on aura la présentation de Paolo Rossetti, ingénieur italien, professeur de Lean Sigma à Lucia à Lugano, auteur de 2 livres de Timio sur la programmation en VPL et Scratch. Il est président de l'association de la Forma del Cuore à Piacenza et a participé à la conception et à la réalisation de roteco.ch. Merci Sarah. Donc voilà, après cette présentation de tous ces intervenants, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Comme d'habitude, Sarah va les recueillir et les poser aux intervenants. Un petit rappel, donc ce webinaire, il est enregistré et puis il sera diffusé sur les réseaux sociaux. Donc on demande en fait, si ce n'est pas votre moment de parler, d'éteindre votre micro, comme ça on ne dérange pas les speakers. Alors, si on est bon, on peut commencer avec les premières intervenantes. Donc, Vanessa et Anouk, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, on est prêtes. Oui, super. Alors, la parole est à vous, les filles. OK, on va partager l'écran. OK, partager. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien notre écran avant qu'on commence? Oui, on voit ton écran avec la présentation développement futur. Parfait. Voilà, je lance tout ça. Donc voilà, bonjour à tous et bienvenue pour découvrir la robotique dans l'enseignement spécialisé.
Donc, nous, on est deux enseignantes où on travaille vraiment en binôme. Donc, on a décidé de réunir nos deux classes pour travailler ensemble. Oui, à savoir qu'on a des petites classes, donc ça nous permet d'avoir une moyenne de 14 à 16 élèves plus ou moins, donc quand on réunit les deux classes. Et donc, on trouvait ça propice d'être à deux, pour, surtout en robotique, où on les met de toute façon en groupe. Hein. Ça, on va vous expliquer. Donc voilà, le public qu'on a, c'est ce qu'on appelle chez nous, ce sont des formes 3 type 1, type 3. Donc, c'est des élèves, donc des enfants avec des problèmes du trouble de l'apprentissage. Nous, on appelle ça les multidis, qui ont des troubles du comportement aussi, qui peuvent avoir un retard mental. Généralement, il est léger. On n'a pas des retards mentaux profonds. Ou alors un décrochage scolaire. Et ce qu'on a de plus en plus, c'est des élèves avec des troubles autistiques. Donc voilà, nos élèves, ils ont entre 12 et 21 ans, mais pour le moment, on travaille principalement avec des élèves qui ont entre 12 et 15 ans. Comme ça, vous voyez. Voilà, donc on est parti donc comme dans la présentation hein, quand on m'a présenté. J'ai eu la chance de travailler avec Margarida Romero et un autre collègue sur la robotique pédagogique. On a développé un dispositif surtout avec le robot Lego, Spine et Mindstorm. Et donc, on s'est basé sur ces compétences dites du 21e siècle pour mettre en place notre projet. Donc, à savoir la collaboration. Donc, le fait de travailler avec le robot Timéo permet vraiment un travail en équipe. Ils doivent discuter pour relever les défis. Et donc, ça, c'est pas évident avec notre public. Donc, là, on voit vraiment un réel bénéfice. Au niveau de la créativité, c'est des jeunes qui ont du mal de sortir des cases traditionnelles. La résolution de problèmes, voilà, les essais-erreurs, on émet des hypothèses. Ça aussi, c'est tout un apprentissage. On voit grâce à ça, on va évidemment vers la pensée informatique. Il faut savoir que chez nous, c'était pas encore au programme tout ce qui est algorithme, etc. On n'avait rien au niveau du numérique, ça sort seulement en septembre. Donc, quand on le fait en classe, c'est un petit peu parce qu'on a envie de le faire et il n'y a rien d'obligatoire. Et évidemment, la pensée critique et savoir s'auto-évaluer. Donc, on est parti sur ces compétences et donc on crée avec Anouk, on est en train de tester différentes activités depuis maintenant 2 ans. Oui. 2 ans. Donc, on va vous montrer. Voilà, donc évidemment, on vise aussi les compétences disciplinaires en langue maternelle, mathématiques et langage de programmation. Nous, on a essentiellement des heures en mathématiques, mais ça n'empêche pas, on travaille aussi en collaboration avec l'enseignante de français. Donc, si on sait qu'il n'arrive pas à synthétiser, etc., ce qui est bien, c'est qu'elle peut aussi, elle, travailler synthétiser un peu sa pensée, par exemple. Nous, en maths, on travaille tout ce qui est surtout espace, grandeur, traitement de données et évidemment langage de programmation avec tout ce qui est action, boucle. Donc, au niveau des compétences disciplinaires, on voit que on est assez large, quoi. Donc, on procède en fait en 3 étapes. On fonctionne d'abord par du débranché. Donc, il n'y a pas de robot, il n'y a pas d'ordinateur, pas de tablette. Puis, on passe à du pré-programmé uniquement avec le robot Timéo. Et ensuite, seulement, on vient intégrer l'ordinateur ou la tablette avec le robot Timéo. Donc, c'est vraiment pour pouvoir travailler l'espace, en fait, parce qu'on a des gros problèmes d'espace avec nos élèves, difficulté de connaître à gauche, à droite, la gauche, la droite du robot. Ouais. Donc, l'objectif… C'est vrai que le débranché, on passe assez bien de temps dessus parce qu'au niveau latéralisation, nous, ils sont vraiment perdus. Et donc, ça, c'est un réel souci de comprendre comment le robot se déplace et on n'est pas toujours dans le même sens du robot. Donc, on a beaucoup d'activités en débranché. Donc, ce qu'on vous a proposé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu donc plusieurs documents de ce qu'on fait en classe. Donc, le premier, c'est Tuxbot. Je vais vous montrer. Donc, je suis revenue en arrière. Je vais cliquer au bon endroit. Voilà, je vous envoie. Donc, tous les liens sont mis sur un Padlet qu'on vous partagera par après. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc, c'est ceci. C'est une activité débranchée. Donc, c'est un système de… Je vais la voir. Je vais aller sur le Padlet directement. Ce sera plus facile. Hop. C'est Bercy, mon ami. Je vais aller directement sur le Padlet. On aura plus facile. Excusez-moi. Donc, il est ici.
bon, on ne le voit pas en grand, excusez-moi, mais vous verrez, si vous regardez ici, en fait, c'est un système où on a un pingouin qui doit pouvoir se déplacer et l'élève doit utiliser un code qu'on lui impose. Donc, on a deux façons. Soit l'élève arrive à voir dans sa tête directement le déplacement et à pouvoir le coder, soit ce qu'on leur impose, c'est des petits personnages. Donc, on a des petits personnages en fiction qui permettent de déplacer. Parce que, comme a expliqué ma collègue, Vanessa, il y a des problèmes pour le déplacement. Voilà. La gauche, la droite, c'est très compliqué. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Si je dois rajouter des choses, tout à fait. On est embêté avec la barre. Ouais, barre. on est embêté avec la barre. C'est pas grave. Deuxième chose, on fonctionne aussi sur, on va vous montrer l'image du tapis. Nous avons construit ce type de tapis, donc sur une vieille nappe où on représente un quadrillage. Et avec ce tapis, en fait, on va faire différentes activités qui sont celles-ci. Donc, à chaque élève, donc par groupe de deux ou trois, mais généralement, ça fonctionne mieux par deux. Donc, on a toujours ce qu'on appelle un programmeur et un robot. Donc, on va donner un code au programmeur qui va devoir dicter au robot. Et le robot va devoir effectuer le déplacement sur le tapis. Donc, on fonctionne d'abord par visuel. Ouais. Et après, on fonctionne, je reviens sur... Donc, ici, plutôt par langage avec des codes. Donc, ici, langage fléché. Aller vers l'avant, vers l'arrière, pivoter à droite, pivoter à gauche. Et on fait bien la différence entre pivoter, c'est pas effectuer un déplacement en même temps. Donc, quand on pivote, on fait un tour de 90 degrés et nous, on n'avance pas en même temps. Ouais. Donc voilà, donc bon, ici c'est non exhaustif, hein, on a plusieurs activités, mais donc on part vraiment sur le corps aussi, parce que certains élèves ont vraiment du mal, on a des dyslexiques, des dyspraxiques, des dysorthographiques, on a toutes sortes de dys. Et donc, on a aussi tout ce qui est langage corporel. Donc, si on touche, donc le programmeur peut aussi toucher l'épaule du robot, hein, l'épaule droite. Donc, il doit faire il doit pivoter à droite si c'est avancé. Donc, on passe par le corps, par les codes, par les images. Voilà, par les images. On essaie d'être le plus varié parce que, voilà, encore une fois, le public ne nous permet pas voilà, d'avoir un… Et on découvre aussi, parfois, on se dit qu'il nous manque un petit quelque chose parce qu'on a un public totalement différent cette année. Donc, voilà, c'est ça qui est riche avec nos élèves, c'est qu'on peut se permettre aussi voilà, des libertés. Donc, voilà, en débranché. Voilà le type d'activité. Il y en a plusieurs. Voilà, on vous les a mis. On fait ça aussi sous format de petits dossiers individuels. Donc, comme ça, ils peuvent avancer chacun à leur rythme. Ici, c'est ce que vous pouvez voir avec Programma Kant. Donc, on s'est inspiré de plein de choses qui sont faites déjà autour de nous. Hein. Donc, et on adapte à notre public. Alors, au niveau du pré-programmé, donc là, on part vraiment sur Timio. Donc, on observe tous les comportements, hein, donc, avec les différentes couleurs. Donc, ça, ils découvrent. Donc là, ça, ils aiment assez bien. Le pré-programmé marche très bien chez nous. Donc déjà la découverte des couleurs et puis quand donc on fait une fois qu'ils ont découvert tout ce que Timio peut faire, ils aiment bien, on fait des petites courses de robots, quelle couleur on va utiliser, ils font des circuits, ils mettent des obstacles. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que c'est pas trop complexe. Une fois qu'ils ont compris qu'en telle couleur, il évite ou en telle couleur, il va suivre la ligne, etc. Ça, ils aiment assez bien. Alors, au début, c'est très compliqué de leur faire des parcours. Je vous dis, au niveau de la créativité, nous, on est à 0. Et donc, et après, voilà, course de robots, les petits circuits, ça fonctionne très bien. Nous, c'est quand même une des parties qu'ils préfèrent. Hein. Quand on regarde un petit peu dans tout ce qu'on propose, la partie de Timio pré-programmé fonctionne très bien chez nous. Et on voit vraiment une évolution de septembre jusqu'à juin. La créativité, on va dire, est quasiment nulle en septembre. Ouais. Et quand on arrive en juin, ils osent se lancer et réaliser des parcours qui sont même parfois irréalisables, mais ils y vont. Donc, voilà. Alors, dans le programmé, donc là, on travaille aussi Timio, mais on fait aussi le code.org. Hein, donc, ça nous permet de travailler avec la tablette. Et aussi en 2D et pas dans l'espace avec le robot. Et là, on travaille essentiellement avec VPL. L'année passée, on a participé avec nos élèves à la mission R2T2, donc la mission sur Mars.
On travaille essentiellement VPL et la suite sera Scratch, etc. On peaufine le projet et les élèves qu'on a cette année continuent l'année prochaine avec nous. Donc, on va pouvoir aller plus loin dans ce qu'on a proposé, quoi. Et quand on fait avec le VPL, ce qu'on apprend avec eux aussi, c'est à faire des fiches techniques. Donc, comment suivre une ligne noire, comment mettre du son. Donc, ils sont vraiment créateurs des fiches synthèse parce qu'ils oublient vite. Donc, si on ne donne pas cette fiche pour pouvoir continuer à programmer, ils ne retiendront pas. Donc, c'est vraiment eux les créateurs de leur parcours, quoi. Et donc, voilà, ça, on les voit un petit peu. Et pour la suite, ce qu'on aimerait faire avec eux, c'est donc… ah oui, les bénéfices, pardon. Donc, les bénéfices, c'est ce qu'on a un peu expliqué, la ludification, l'acquisition de nouvel apprentissage, la motivation. La participation, là, on voit que nos élèves maintenant savent travailler en équipe alors que ce n'était pas du tout le cas au mois de septembre. Ils prennent confiance en eux et ils arrivent aussi à planifier un travail parce qu'ils ont des petites fiches défis et donc ils doivent planifier comment ils vont réussir ces fiches défis. Donc, pour nous, c'est que du positif et les élèves sont contents, ils veulent revenir. Donc, voilà, on continue ça. Et alors, pour l'année prochaine… parce que je vois que sinon on va dépasser le temps. Pour l'année prochaine, voilà. Donc nous, dans tout ce qui est débranché, on joue avec, on a commencé Planète Code qui est sympa, c'est Canopé qui a lancé ça. On aimerait faire la maquette de l'école parce qu'on a souvent des élèves qui viennent de l'extérieur et on voudrait faire le plan de l'école et que le robot puisse se promener dans la maquette pour où sont les ateliers, parce que chez nous, on a beaucoup d'ateliers, où est le bureau de la direction, etc. On va aller aussi sur tout ce qui est Scratch. Ils veulent créer un jeu vidéo. Minecraft Éducation, on part en formation. Et alors, VPL avancé. Donc, on va travailler sur ce que vous nous avez envoyé gentiment et que cette année, on n'a pas su faire. Et tout ça on voudrait faire un carnet de mission avec des badges. Donc, quand ils passent les différents niveaux, ils reçoivent des badges. Donc, on est en création. Voilà. On a essayé de respecter le temps. Je ne sais pas si c'est bon. C'est bon, merci beaucoup Vanessa et Anouk. C'est super important pour nous en fait de rassurer les enseignants, de se dire voilà ce qu'on propose que les personnes de terrain telles que vous font. Et aussi ce que je trouve intéressant dans votre présentation, c'est que vous avez pris des ressources en fait qui existent, vous les avez adaptées à vos élèves, à votre public. Et puis voilà, il faut pas réinventer la roue. On peut évidemment partager nos ressources et puis s'inspirer de ce que les autres font. Merci encore Vanessa et Anouk. Depuis la Belgique, hein, ça fait plaisir. Et puis, on va passer un peu à un public suisse. Est-ce que Laetitia, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Ah, voilà. Bonjour Laetitia. Alors, la parole est à toi. oui, j'attends. En fait, je ne peux pas partager mon écran, donc Ah, d'accord. les autres ne Attends. s'enlèvent pas. Voilà, je crois que c'est bon. Est-ce que tu peux essayer maintenant pour Oui. voir si ça fonctionne? Ah, top. Oui, là, on voit ton écran avec ta présentation verte, Timmy en classe spécialisée. Ah, non, j'ai fait une bêtise. Attendez. Ouais. On t'entend. Tac. Et voilà. Voilà, oui, c'est juste. Alors, du coup, moi, je m'appelle Laetitia Laferrière. Effectivement, je viens de Suisse. Je travaille en Suisse dans une institution spécialisée qui s'appelle la Fondation Mérine. Du coup, je suis enseignante spécialisée au sein de ma fondation. J'ai une classe à moi et je suis aussi ce qu'on appelle chez nous responsable éducation numérique. Ça veut dire que je m'occupe de la promotion des outils numériques dans les classes de mon école. Et je suis aussi coordinatrice CELSIPS. En fait, c'est une cellule à l'État dans le canton dans lequel je travaille qui s'occupe également de promouvoir l'éducation numérique, mais de manière plus globale au sein de toutes les institutions de notre région. Donc, je travaille aussi pour eux. Alors, du coup, comme j'ai dit, je travaille à la Fondation Mérine, c'est à Moudon, pour ceux qui se situent. Mes élèves, alors je pense que c'est un peu comme les enseignants de la présentation d'avant. Moi, j'ai principalement des multidys, des troubles scolaires, dyslexie, dysorthographie, dysphasie. J'ai aussi des troubles de comportement. Je n'ai pas de retard mental non plus. On a vraiment dans notre institution des élèves qui ont un QI généralement préservé. Et on a beaucoup de type TADA, tout ce qui est hyperactivité avec troubles de l'attention.
Nos élèves ont généralement entre 2 et 4 ans de retard. On suit quand même le programme que les écoles régulières suivent en adaptant les objectifs. Donc, c'est des élèves, enfin, notre public, qui ressemble quand même pas mal aux élèves qu'il y a dans les écoles régulières, mais avec du retard, on peut dire, et certains troubles. Et notre configuration, c'est que dans une classe, alors nous, on a 10 élèves, on est un enseignant spécialisé et on a toujours une stagiaire, enfin un aide enseignant pardon, pour travailler avec nous. Donc, on est 2 adultes pour 10 élèves. Et après, c'était le choix de l'institution où je travaille d'acheter. En fait, on a acheté dans les ateliers que j'ai mis en place, j'avais 2 Timio. J'avais 2 Timio pour des classes de 10 élèves. Alors, comme elle a dit Sarah, moi, je suis pas mal partie du principe que plein de belles choses avaient déjà été faites. Donc, je suis allée à la recherche de ce qui avait déjà été fait. Et j'ai découvert un super dossier fait par, du coup, je vais vous montrer, fait par l'Université de Genève. Non, c'est pas là. Pardon, je l'avais préparé, mais... Voilà, en fait, si vous allez sur le site, j'avais vraiment tapé Timio, des expériences, des ateliers à faire avec Timio, et je suis tombée sur ce dossier qui, en fait, moi, j'ai presque pu reprendre clé en main. En fait, le dossier, il propose plein d'activités à faire, d'abord débrancher. Comme elles ont dit les précédentes animatrices, c'est toutes des activités à faire débrancher. Alors, c'est écrit cycle 1. Enfin, moi, ça s'est bien adapté à mes élèves. Mais là, par exemple, il y avait une activité pour dessiner un robot, un peu qu'est-ce que c'est un robot. Ensuite, qu'est-ce que c'est, quel type de robot on a de manière générale dans la vie, comment les élèves, qu'est-ce qu'ils connaissent, etc. Après, moi, j'ai toujours commencé par ça, en fait, avec mes élèves. Après, je vous présenterai un peu plus en détail le type d'élèves que j'avais pour ces 2 ateliers que j'ai faits. Mais déjà, comment on allume le robot? Parce que ce n'est pas forcément intuitif. C'est toujours assez rigolo de les voir chercher un bouton alors qu'il n'y en a pas. Et après, en fait, moi, je suis tout de suite partie sur les couleurs. J'ai peu utilisé, je vous dirais, j'ai peu utilisé VPL, mais parce que j'ai essayé avec des classes de grands de 15-16 ans, mais avec le retard qu'ils ont et les compétences qu'ils ont, c'était assez compliqué d'entrer dans vraiment quelque chose d'aussi abstrait. Donc, je suis beaucoup restée sur les couleurs de Timio en mode déjà programmé. En fait, et avec mes élèves, j'ai vraiment, avec tous les âges différents, j'ai vraiment fait un parcours en découvrant chaque couleur. D'abord le jaune, à quoi ça sert, le vert, à quoi ça sert, le rouge, etc. Et on a découvert chaque couleur. Ils avaient des moments assez libres. Je leur disais, maintenant on fait jaune. Qu'est-ce que vous voyez? Ils devaient observer, me faire un retour, etc. Voir en fonction. Et voilà, vraiment avec toutes ces couleurs. Et après, ce que j'ai fait, en fait, alors je vais mettre ce que j'ai fait. Alors, c'est ce que je vous disais, j'ai fait découvrir un peu tous ces comportements. Et après, je me suis surtout adressée finalement aux enseignants, mais aussi aux élèves. Et je leur ai dit, voilà, on a ces 6 couleurs à disposition pour monter un projet. Et finalement, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, il y avait eu de tout. Il y a des idées très farfelues et d'autres très concrètes. Mais du coup, c'était vraiment en collaboration avec les enseignants et puis aussi avec les idées des élèves. On a ça à disposition, on peut monter un projet. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous motiverait de faire? Donc, je suis partie comme ça, un peu de pas grand-chose, finalement, vraiment dans cet esprit de construire avec eux en fonction des réalités de classe qu'ils avaient. Et alors, un premier projet, c'était dans une classe d'élèves, alors ils avaient entre 9 et 11 ans. Leur niveau, alors nous on dit 3-5P, ça correspond à CPCE, plus ou moins, en termes en France. Ils ont décidé de faire une construction d'un robot distributeur de crayons stylos.
Alors, ils ont dit, voilà, nous, ça nous embête d'aller au bureau de la maîtresse à chaque fois, chercher des stylos, chercher des crayons ou bien amener nos cahiers. Donc, on aimerait bien que notre robot, il fasse ça pour nous. Alors, on a choisi, alors ils ont dû réfléchir, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mode, etc. Ils ont dit, ah ben, on utilise le mode inspecteur, le mode violet. Et comme ça, alors là, vous voyez, c'est des dessins qu'ils ont faits, en fait. C'est des dessins du plan de la classe. Et ils ont dû dessiner un parcours le parcours que le robot devait faire pour passer vers tout le monde. À savoir que là, il y a le bureau de l'enseignante et le bureau de la stagiaire. On avait imposé certaines conditions. On a dit, le robot, il doit partir de là et aller jusque-là. Il n'y a pas le choix, ça doit aller vers les deux adultes et il faut que ça passe vers tous les élèves. Donc, ils ont décidé, ils ont dit, on prend le mode violet inspecteur, comme ça, on peut coller du scotch. On peut coller du scotch par terre et puis notre robot, en fait, il suivra ce scotch et il passera par tout le monde. Alors, ils ont fait ça. Là, typiquement, ça nous a permis de travailler les maths, la géométrie, tout ce qui est spatial, finalement, dessiner un plan. Alors là, ils ont vraiment fait, c'était le premier jet. Ces photos-là, c'est le tout premier jet qu'ils ont fait. C'est pas du tout à l'échelle, etc. Donc, c'était ça, finalement, après aussi la suite du projet, de reproduire les tables, les chaises à l'échelle, de travailler toute cette spatiale. Ils ont fait ces dessins et après, ce qu'ils ont fait, là, du coup, on a utilisé des Legos et on voit, ils ont fait, alors là, les stylos iraient dedans. Dans ce Timio, ils ont eux-mêmes imaginé comment le robot pourrait porter les stylos. Et on a fait un deuxième robot, je n'ai pas la photo, mais un robot qui transporterait les cahiers. Donc, les cahiers, puis on a dû réfléchir mais est-ce que le robot passe sous les tables, il faut respecter une hauteur, on a mesuré les hauteurs, etc. On a vraiment pu travailler les maths au travers de ça. Donc, voilà. Après, ils ont construit ces robots et le projet est en cours. Donc, je n'ai pas de photo de la classe avec le scotch par terre, mais pour l'instant, on en est là. Donc, ça, c'était un projet. Et on a fait un deuxième projet. Alors, c'est aussi des élèves de ce même niveau-là. Comme j'ai dit avant, entre 9 et 11 ans, CP-CE1. Et alors là, eux, ils ont dit, nous, on aimerait bien faire quelque chose d'artistique. Et puis, ils ont découvert, vu que si vous voulez, la configuration de mes séquences, c'était que chaque leçon, je découvrais une couleur différente avec eux. Du coup, en fait, ils ont dit, nous, on aime bien le mode obéissant, où en fait, il obéit soit avec les flèches, soit avec la télécommande, où il obéit à ce qu'on fait. Et en fait, ils ont découvert que sur ce mode, il faisait des ronds, le robot pouvait faire des ronds à l'infini. Si on lui disait rien, si on lui donnait pas de commande, le robot pouvait faire des ronds à l'infini. Donc, après, ils ont travaillé ça, en fait. Ils ont travaillé le cercle avec le diamètre, etc. Comment calculer les airs, etc. Et ils l'ont mis sous forme de projet artistique. Ils ont fait lien entre, là, c'était la géométrie. Du coup, ça a touché à la géométrie via le cercle. Et ils ont fait le lien avec un projet d'art. Et je sais qu'une autre classe avait aussi, ça correspondait à il y a 2 ans, je crois, ils avaient aussi fait, j'ai pas la photo, mais les anneaux olympiques, parce que ça s'inscrivait dans leur… ils travaillaient les Jeux olympiques, parce qu'en Suisse, on avait eu les Jeux olympiques de la jeunesse il y a quelques années. Et du coup, ça s'inscrivait dans ce projet-là. Et ils avaient fait, avec ce même mode, les anneaux olympiques, en fait. Et voilà, en gros, c'est les 2 projets récents que j'ai faits au sein de l'institution. Et comme je disais, nous, on a fait le choix de ne pas utiliser le mode VPL parce que c'était trop abstrait pour nos élèves, puis de vraiment axer sur de créer un projet qui partait des élèves, aussi en lien avec la réalité des enseignants sur le moment. Donc, on a vraiment, je ne suis pas forcément arrivée avec des projets tout construits. J'ai vraiment pris le parti de dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est ça qui est ressorti cette année. Et du coup, cette année, on a fait ça. Et voilà.
Merci beaucoup, Laetitia, de ta superbe présentation. Je trouve très intéressant, en fait, cette co-construction que tu fais avec tes élèves et puis toutes ces notions de maths, finalement, que tu vois avec eux. Donc, merci. Écrivez dans le chat toutes les questions que vous avez pour Laetitia, n'hésitez pas. On les recueille et on lui pose à la fin. Et on va passer du coup à Sébastien. Sébastien, est-ce que tu es par là? Oui, Voilà. Alors, la parole est à toi, Sébastien. bonjour. Donc, je suis enseignant, j'étais enseignant primaire. Cette fois-ci, on est en collège, donc j'ai pu expérimenter tout ce que vous avez développé là, toutes ces activités qui sont super intéressantes déjà qu'on a vues dans l'utilisation de robots à travers la pré-programmation, puis après l'extension avec le VPL et partir des projets. Donc, ça fait 4 ans déjà que j'essaie d'utiliser Timio dans des ULIS primaires d'abord, avec des élèves qui ont différents besoins, hein, comme on dit, des troubles autistiques et puis de l'hyperactivité, mais aussi ce qu'on appelle les HPI et les multidys. Cette expérimentation m'a amené petit à petit à essayer de monter un projet sur plusieurs séances avec ces élèves pour voir la progression qui pouvait être faite avec ces élèves dans les ULIS, notamment l'ULIS collège, et surtout dans les moments d'inclusion, en fait, dans les moments d'inclusion dans leur classe, puisqu'en France, on a la particularité que les ULIS, c'est ce dispositif qu'on appelle Ulysse, ben, les enfants sont placés dans les classes de leur classe d'âge et doivent être inclus en fait dans leur niveau de classe. Et c'est cette difficulté-là que rencontrent beaucoup les enseignants et l'éducation nationale. Et on se rend compte qu'en fait, le robot Timio est un formidable vecteur de socialisation. Donc moi, je vais faire abstraction de toutes les connaissances que vous avez développées déjà très bien, Laetitia et en Belgique, là, sur la compétence qui est développée, qu'elle soit mathématique, algorithmique, même dans le domaine du langage, pour focaliser peut-être un peu sur la socialisation qui est vraiment fondamentale pour ces élèves-là et qui s'inscrivent donc dans leur cursus scolaire normal. Voilà, ils ont des besoins particuliers seulement. Donc, je vais vous lancer un petit… voilà, c'est un prédit. Je vais vous mettre le lien après dans la discussion. Donc, je vais partager mon écran, comme on fait de rigueur. Voilà. Hop. Est-ce qu'il est partagé? Ça y est? Attends 2 secondes, c'est en train de le partager, Sébastien. Voilà, là on voit ton écran avec Timeo pour l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Oui. Voilà. Bon, super. Donc voilà, c'est un prédit. Après, je vous le mettrai en lien. Vous pourrez le réexplorer si vous voulez, puisqu'à la fin, il y a une carte mentale qui résume un petit peu toutes les applications qu'on peut avoir Timio en fonction des besoins de certains élèves. Donc, d'abord, une présentation simple du robot pour ceux qui… Bon, tout le monde le connaît, hein, en général, quand vous vous intéressez à ce genre de webinaire, surtout en fin d'année, c'est que souvent on le connaît. Mais le robot a des avantages particuliers pour ces élèves-là. C'est-à-dire, premièrement, il est open source. Ensuite, c'est un outil quand même pédagogique qui est institutionnalisé par l'Éducation nationale. Bien sûr, on a les Bibot, on a les Lego, mais actuellement, dans les académies de Bordeaux, de Versailles, je sais que Timio commence à avoir sa place pédagogique forte avec des formations et des choses comme ça. Je mettrai en avant aussi la solidité du robot. Il est tombé à de multiples reprises durant ces séances et ça, c'est vraiment important car on a quand même des enfants qui ont des problèmes de mobilité souvent et c'est important que les robots, ils sont rares, les robots aussi solides que celui-là. Moi, j'ai des robots qui sont tombés une dizaine de fois d'une table de classe et ils fonctionnent toujours aussi bien. Donc, félicitations aux concepteurs d'avoir pensé à ça. Langage programmation qui est visuel. On verra que c'est très important pour des enfants. Ben là, on a 2 enfants ukrainiens en fait qui viennent. Alors, on dit à besoin particuliers sur des troubles cognitifs, mais on a aussi des besoins particuliers sur des enfants allophones. Donc là, il y a un enfant ukrainien qui est venu, il y en a un qui s'implique dans la progression Timio et qui est tout à fait capable de programmer en visuel sans connaître un traître mot de cette langue française qui malheureusement est très compliquée. Et tout ça nous donnera une certaine autonomie de l'enfant. Donc, il peut partir avec son robot dans sa classe d'inclusion sur des séances sans avoir besoin de l'accompagnateur ou des choses comme ça. Donc, la socialisation du robot. Alors, très vite, on s'est rendu compte que c'était une amélioration de la compréhension des enjeux sociaux, c'est-à-dire ce lien qui va se créer avec les autres élèves, elle va être clarifiée, elle va être épurée, surtout pour certains élèves. Ça va être un catalyseur aussi sur ce que l'objet robot va faire le lien entre les enfants qui sont dans la classe et ceux qui sont en inclusion, donc sur des phrases d'apprentissage structurées et stables. Donc ça, c'est vraiment important que ce soit très identifié ce moment-là. J'ai utilisé le robot en autonomie, avec des enfants qu'on pouvait dire un peu qu'il y avait des troubles de l'attention et un peu d'hyperactivité.
c'est très compliqué en fait. Ça part très vite dans le jeu, c'est pas très structuré. Donc, c'est très important d'avoir des phases d'identification, d'apprentissage. Et il y a un nivellement des différences du savoir. Ça, c'est fondamental. Évidemment, quand les enfants arrivent avec le robot, ces enfants à besoins particuliers, en fait, on s'est rendu compte que dans des classes de CM1, CM2, même en collège là, eh bien, en fait, tout le monde est à plat, tout le monde est au même niveau sur cette compréhension-là, et ça les permet d'avoir tout de suite d'être au niveau des autres élèves. Ils n'ont pas ce décalage qu'ils peuvent sentir en français, en maths, en géométrie. Il y a toujours un décalage, il y a toujours une position qui est un peu difficile dans des phases d'inclusion. Alors que là, tout de suite, tout le monde est au même niveau, on réapprend un nouvel apprentissage, donc c'est vraiment très, très valorisant. Ça a été déclenché par Cathy Aymon qui avait travaillé avec l'INRIA. Elle est conseillère pédagogique, elle était à l'ASH de l'Académie de Bordeaux, et elle dit une phrase très simple, vous la voyez, le robot Timio permet de capter l'attention, de les maintenir sur la tâche, mais également de favoriser le développement de leurs fonctions exécutives, planification, anticipation, flexibilité cognitive. Alors, on va le voir un peu en détail. Hop. Il revient toujours au centre. Les troubles cognitifs, donc moi j'ai exploré avec le robot, il y a le TDAH, trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Là, on se rend compte que l'intérêt, c'est d'avoir des tâches courtes et on va éviter cet envahissement des émotions qu'ils peuvent avoir. Alors, je suis pas spécialiste hein, justement du spécialisé, mais voilà, c'est en travaillant avec les personnes spécialisées que voilà, on a déterminé un petit peu des axes de travail. Les TSA, donc autisme et TED, le problème, c'est de la compréhension du monde et de communication. Donc là, on va avoir une communication très structurée. Le HP et l'HPI, cette précocité, le problème, ils ont une pensée en arborescence et une difficulté à faire le tri. Donc cette charge mentale va être aussi très construite par le langage de programmation et par des activités à objectifs clairs. Les troubles importants de fonction cognitive, alors ça, j'ai eu un seul élève qui a eu ça, donc j'ai pas une énorme expérience sur ça, mais cette difficulté à penser le monde et son environnement social, cet enfermement permet une ouverture en fait avec le robot, la couleur, le son, des interactions qui sont les actionneurs, hein, qui sont très simples, hein, le son, la lumière, qui permettent aux enfants d'avoir une première approche et donc un lien avec les autres. Je vais y revenir juste après. Stimulateur cognitif. Alors, je disais donc, on sort des troubles, mais on voit ce que le robot peut faire. Et après, vos spécialités permettront d'utiliser ça dans différentes situations. C'est jamais exhaustif, les troubles cognitifs. Donc, on a cette répétition de la tâche. Voilà, ça, c'est très important aussi, cette répétition, de ritualiser, d'avoir quelque chose de très très répété. Ben, vous parliez d'allumer le robot, choisir son mode. Voilà, ça permet aussi d'avoir du calme et l'action associée de façon infaillible aussi. J'allume le robot, il est allumé. Donc ça permet aussi d'épurer les émotions et d'avoir la structure qui se met en place. La fiabilité de la ritualisation, donc c'est des protocoles récurrents. On est capable de construire une pensée puisque d'une séance sur l'autre, on ajoute à chaque fois des actions et ça permet de construire comme ça cette comment on dit, cette construction mentale. La mise en ordre de l'environnement proche, notamment sur pas mal de troubles, les signaux colorés, les actions, des règles concrètes qui sont mises en interaction simple avec le robot. Donc, j'ai une interaction simple avec le robot qui me permet d'avoir une action aussi sur lui. La structuration du langage, je disais, donc le VPL, c'est la si, alors, sinon. Donc ça permet aussi d'avoir une structuration de langage qui peut après être utilisée dans différents domaines, hein, sur des ateliers, notamment en activité débranchée. Et surtout, comme disait Cathy Aymon, cette capacité d'anticipation des événements qui vont permettre de rassurer l'élève et de le mettre dans une construction mentale. Donc, l'anticipation du temps, l'anticipation sur la durée, l'anticipation sur l'espace, la position aussi du robot et le résultat qui est arrivé. Donc ça, c'est vraiment le dernier point, c'est vraiment, je pense, ce qui structure le plus la pensée des élèves à besoins particuliers, ce qu'apporte vraiment le robot. Les objectifs de sociabilisation, donc le robot objet centralise l'activité pédagogique du groupe, donc attention commune, durant les phases d'inclusion, hein, des situations concrètes de réussite simples et rassurantes. Donc ça aussi, ça permet d'avoir une rigueur par rapport à un exercice ou des choses avec des outils plus malléables. L'autonomie de l'élève, porteur de handicap, durant son inclusion dans le groupe.
Il suffit de travailler un peu en amont avec lui pour pouvoir après, durant la phase d'inclusion, le mettre en situation moteur. Et la construction d'un projet, donc ça aussi, la répétition en amont des actions, en rajoutant, on peut aborder, enfin, on peut arriver à un projet construit et finalisé. Je vous propose une carte mentale donc, que vous pourrez explorer à votre guise avec le lien. Donc, à chaque trouble, en fait, j'associe une activité, en tout cas un objectif d'activité avec le robot qui permet de les faire progresser. Et on voit cette progression qui se met en place sur une année. Moi, ça fait 1 an que je travaille avec des collèges, donc c'est du 10-12 ans. Et ça diffuse au-delà de Timio, de l'activité de programmation, c'est aussi sur des règles de vie en classe, c'est sur des inclusions et sur du comportement social avec les autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je mets le lien du Prezi dans la discussion et puis je pense qu'il sera en mail, je crois, Sarah, quand vous mettez en lien. Très volontiers, Sébastien, si tu arrives à le mettre sur le chat. Petite précision, yes. Donc Sébastien va nous quitter maintenant, mais si vous avez des questions pour Sébastien, vous les posez, Sarah va les recueillir et les transmettre à Sébastien qui vous répondra. Donc, il n'y a pas de stress, vous pourrez quand même avoir les réponses. Merci encore, Sébastien, pour ta présentation. Et puis, now, on va passer à Paolo. Donc, Paolo d'Italie, il va nous faire une présentation en anglais, d'accord? Donc, 10 petites minutes d'anglais. Paolo, are you ready? Okay, so I do apologize if I don't dare to speak French, but I do understand French, but I don't speak fairly well, so... That's okay, Paolo. We are very happy to have you. And please, to the audience, si vous avez des questions, vous les posez en français et puis on va les traduire à Paolo. Il n'y a pas de souci. Thank you, Paolo. So what I'm going to talk is about a set of experiences that we had with my association here in Italy. When we started with people without disabilities. Then year after year, we got in contact through a series of projects with people with disability. And now we are mainly aiming to focus our entire attention to this field because it seems to us the most promising and the most interesting and with the highest results. So I did a couple of research to understand which is let's say the importance of educational robotics. And indeed, in 2020, there has been a study in Italy that shows that I am not the only one that believes that like you, educational robotics could have a huge impact on let's say on kids. So it has been done a study in Italy and on different type of ages, and it has been demonstrated in this study that it makes a lot of sense. You have already expressed a lot of this, so I don't want to touch this, but there is this good study. If you don't know, it could be worth to read the results. It's an Italian study, but it's I think it's fairly adaptable to any other culture, let's say. So let's go quickly to the experiences that we had. I will start speaking on the current one, so a service learning project that we are currently doing. But let's say we started with first we have been called in a structure where people with disability that they had due to car incidents or strikes or from birth, they are living in sheltered apartment, and therefore we try to use and to see what type of possibility could have Timio with these people. Then we had been called in a special school, in a school where in the region where I live, they are investing a lot because it's a school in the mountains, and they have a lot of the largest majority of kids with what we call the BES, so special education needs. And so we did a test there and presented the result in an Erasmus project with Norway. And another case that I will briefly talk about is a special problem that we were asked to try to address. Was a student with very talented with music, but
with autism, and he had problem in socializing and sharing emotions and experiences with peers, and they wanted to see if educational robotics could help somehow. And finally, the project where I will start, which seems to me one of the most promising that I am currently focused on. So the project is quite clear. So I had the idea of, let's say, I found that trying let's say, to explain the value of educational robotics to teacher is fairly complicated, because they have a lot of, there are a few pioneers that are really happy and like to work with new technologies, but the largest majority seems that they don't have time, or they are too pressured from their program, and or even if they are teachers that care with for special needs, they are not willing to invest time on educational robotics. On the contrary, I found a few volunteers, and so I tried with this experiment. This is a project where a service learning project where I offer training for free in exchange of hours of animation of educational robotics during at schools or in summer camps and so on. I tried to do this with the help of a University of Parma, where there is a teacher for special education with technology, and they supported the project and helped me also for free. The results, we did a training in high schools, but with limited success, but we were much more successful with a special needs association. We found a special need association managed by the local, we call basically they are offering the service for people with disability at the town level. And this type of people created an association where they have high functioning autistic people that they are creating books about using CAA. So it's a comunicazione alternativa aumentativa, and basically it's a pictorial. I think that you know, working in this field, what I'm talking about. So they are developing books about using this CA, and I thought that it could be helpful to start to train them so that they could also create books about technology. So I started to teach them how to conduct educational robotics based on the books that I wrote, and I got 8 participants and with 2 educators, and I'm training them every one lesson every 3 weeks, 2 hours. One of the results is also that we have people with autism that are capable to, they come even earlier, and they wanted to do this, let's say, much longer, and the educators are impressed about how much time they are keeping their attention on the subject, even if normally they get they distracted after a few minutes. Those are a few examples of the experiences and how carefully they are conducting those. Paolo, sorry to interrupt you. Is it normal that we are in the slide 1 or no, to present? No, I'm sharing. Don't you see the slides? We just see your slide number 1. In fact, we don't see when you are passing. Now we see this number 2 in big, okay, but before it was. Don't worry. Okay, so I was talking without, sorry, I thought you were seeing the slides. Thanks. Now we are seeing the number 3. Yes, okay, that's what I was talking about when I was referring about Cyber Angels and the service learning. And this is the website about the association La Matita Parlante, where I was explaining what they are doing. Okay, so sorry for that. I thought you were seeing what I was talking about. Now, let's say I was talking about these people that are
let's say, as I spoke before, we are following the books that I wrote and trying to adapt to the needs of, so I'm trying to train these people so that they become my angels, that they will go to schools. Or those are a few examples of the activities conducted with them, and we are starting to teach them about how to program Timio using VPL, even if they like also to go further. They like also, they ask me to explain Blockly and other languages. So this is an example of CA, so augmentative alternative communication, that we are trying to create books for explaining so that this kind of people can go to schools and using a visual language speak and introduce Timio and technology to and write technology books about the usage of technology for people. In those are some example. I will go that way. I can come back if anyone has more interest in this. The second experience was with in Podenzano. So it's basically it's this sheltered house where we have people that got some accidents or are born with severe disabilities. They are really, we tested, let's say, the classical activities. So I don't have not reinvented the wheel because I already created the book that I showed you before. So this book. So, and therefore I followed this and try to adapt based on the special needs and the interest of people. What I notice is that they have a lot of time and they don't know what to do basically all day long. So they are really, really passionate when we go there and we do educational robotics. And they also build a lot of social interaction because they started to talk and they keep talking about what happened, let's say, and we got as a feedback that it helps a lot to keep their brain alive. What we notice is that with some people that have severe problems, we had difficulties to keep the attention span for a long period of time, especially with a few of them that were really with severe impairments, let's say. Sometimes we had also problems with VPL interface that is not designed and built for people with disabilities. So sometimes it lacks of usability and we had to use these packs. So we had to create special packs where they can, we relate with the people and ask them to touch what they want to do, and we replicate what they want to do with the mouse because they lack the capability to move the mouse, or they don't have enough funds to buy the aids that the assistive technology that could help for solving the problems. Also, there are some minor problems with VPL icons, sounds, and checkbox that do not work. You have to be very precise, and many people with disabilities has this kind of problem, and therefore they need assistance from, and they are not independent, and this makes a little bit frustrating for them, the usage of VPL. What I notice also is that there is a need to invent or to adapt activities based on the level of background of these people. We are not talking about kids, we are talking about people with the adults or that had a strike, so they lose part of the usage of their body. We also, based on what the different people helped us, different caregivers told us where to focus. We invented games or to use the basic behaviors of Timio in order to stress or to help them to recognize colors or to relearn a few basic concepts.
as I told you, we had to use, this was the interface. Basically, we ended up using a physical interface, and we moved the mouse because most of them had severe problem. The usage of Timio, on the contrary, with the basic behavior is, and the exploration and what you have already discussed is already very, very, very successful. Basically, those are the activities that we ended up doing. So drawing with Timio colors, programming, some classification. Basically, it was a quite successful project. I go fast because I have very little time. So on Travo, there is the classroom was, as I told you, it's a third elementary schools. Basically here we make a challenge for them. So we train them so that they have a final meeting with a peer schools in Norway. So they were visiting them, and therefore we had to prepare a nice adventure and a nice series of games, and therefore this was the challenge for the year-long period that we work with this classroom, where we train them on the usage of Timio, and at the end they had a big show where they basically demonstrated all their capabilities of programming Timio and make a collective decision-making of robots. And this was demonstrated to the teachers from Norway, that then reproduce the same things with their classroom in Norway. So the final things is the final experiments project that we did is I don't have the picture because we don't have the agreement to show this kid. This kid is a high talented musician. This is the son of very famous musicians in Piacenza, and this kid has a really big problem in being included. And in this case, we have thought of basically giving the Timio to this kid, but with all the classroom was involved in creating activities so that they could cooperate. And Timio was used basically as the tool that is the mean for this person to get in contact with his classroom, and from his classroom to know more about this kid, because this kid is really passionate about music. So we transformed immediately the tool into the Timio into making real notes using the frequencies, and we used Blockly. So we were able to program the real notes, and therefore we were creating a way to let this person play music with colors, and the other kids started to propose him other activities from their interest and became a medium. And after we did at least 1 month of activities, then it has been interrupted due to COVID, because it was not possible to enter in the schools anymore. But we hope to revamp this project because it seems extremely interesting for us. And finally, as I told you, there is a need for us to go deeper with electronic and computer assisted devices and how they interact with computers, so that we can solve problems for people with that lack possibility to control the mouse and the keyboard, and go a little bit beyond the problems that we have, so that in order to have more autonomy, because the fact that they needs always to go through the educators seems a lot of it's a real problem, because they have a lot of time and the passion to use Timio, but they need a human help to go beyond their limits, let's say. And so I think that's where we are currently investigating and working.
So that's it for my quick review of. Thank you so much, Paolo. Thank you for this great presentation. I will switch to French, but it's a thank you to you in French. Merci beaucoup, Paolo. On a beaucoup aimé tes images, surtout qu'on voit vraiment des adultes, des ados avec des problèmes moteurs, hein, aussi en chaise roulante. Donc, je trouve intéressant aussi qu'il y ait ce genre d'activité avec eux. Merci, Paolo. On va passer aux questions. Désolée, on a un petit peu débordé dans le temps. C'est déjà 17 heures, le temps passe très, très vite. Sarah, est-ce que tu as des questions? Alors oui, je espère peut-être poser des questions rapidement nos trois intervenants. Déjà, essayer de répondre aux questions qui sont apparues dans les chats. Déjà, en fait, on a eu monsieur... Je ne sais pas s'il y avait un nickname, mais la question c'était un peu est-ce qu'il existe des ressources en ligne, des activités support pédagogiques. Est-ce que je pense que cela c'était vraiment lié à l'éducation spécialisée. Donc ça, on n'a pas vraiment de ressources déjà préfaites, précréées. C'est une nouvelle approche. On est en train encore d'investiguer, nous, en tant que MOPSIA, comme association, et de chercher vraiment les personnes qui sont dans ces domaines-là, parce que c'est un domaine qui nous tient à cœur, premièrement, et deuxièmement, parce que on voit des résultats avec ce type des enfants. Après, c'est vrai aussi que nous, on n'est pas des éducateurs spécialisés. Donc, on s'appuie aussi déjà sur des autres personnes comme, voilà, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de webinaire, parce qu'on a de plus en plus de demandes et on a de plus en plus aussi de personnes qui voudraient s'y mettre. Donc, on essaie à travers nos speakers aussi de partager leurs ressources, de partager leur expérience. Et c'est aussi à travers ça, en fait, comme Vanessa et Anouk, par exemple, ils ont déjà montré, comme Laetitia, ils ont déjà pris des ressources qui étaient déjà là, qui sont partagées sur plusieurs sites, même sur notre site Tignon, et après un peu les adapter au contexte aussi, parce que chaque enfant, en fait, dans les spécialisés, a des troubles différents. Et c'est vraiment un peu difficile aussi pour nous de rentrer dans ces sujets assez compliqués. And Donc, also, I have something to say. I think that it's a little bit complicated to create a full set of pedagogical, because it doesn't exist also for other in other topics. So you have to adapt to the needs of the person, of the people. And in Italy, we have to include. So we don't create, we don't differentiate kids. We put the kids in the same space, and in the classroom and in the context of the classroom, we create a lesson adapting the material for everyone. That's the approach that is recommended also by the government. So in this case, I think that it's more valuable to start from the existing and sharing experience and discussing on existing similar situation, but also the classification of changes so often. The standard was changed for the auxilium in 2011, and then we have 3 versions in less than 6 years, and it doesn't happen so often with ISO standards, and that's because the technology changes so much. So juste, sorry, Paolo. Dit, on a mis un lien Padlet avec différentes ressources dans le débranché, le préprogrammé, le programmé, donc dans la discussion. Merci beaucoup Vanessa et Anouk. En fait, oui. Après, voilà, c'est un peu juste Paolo. Traduco un attimo magari per le persone che non hanno capito un po' la tua spiegazione. Comme disait Paolo, en fait, chaque pays en plus c'est différent. En Italie, par exemple, on ne parle pas d'éducation spécialisée, on parle d'inclusion.
Donc, ils ne font pas des différenciations entre vraiment des enfants avec des troubles et des enfants, disons, classiques. Et du coup, c'est aussi difficile pour nous de parler, de faire vraiment des ressources pédagogiques pour des différents enfants, des différents aussi troubles. Et c'était un peu ça, en résumé, ce qu'il voulait résumer Paolo. Et c'est pour ça aussi qu'il faut en parler et il faut partager les expériences. Et c'est pour ça, en fait, aussi qu'on a fait ce type de webinaire, qu'on a répété, en fait, avec des nouveaux speakers, ces webinaires, parce que on voit de plus en plus que les classes dans des différents pays, parce qu'on a eu 4 pays différents, la Belgique, la France, l'Italie et la Suisse, demandent ça. Donc, c'était un peu ça notre but. Et surtout, merci aussi à toutes les expériences que vous avez apportées. C'est vraiment enrichissant aussi pour nous. J'aimerais aussi peut-être, si vous voulez aussi prendre parole, les speakers, pour dire vraiment votre expérience par rapport à ça. En fait, c'est une question qui revient souvent vers nous, vers Mopsia. Donc, n'hésitez pas encore de votre côté. Sinon, je passerai tout de suite à la deuxième question. C'était en fait si quelqu'un veut faire un retour aussi, je ne sais pas, Anouk ou Vanessa ou Laetitia, vous pouvez prendre parole. C'était quoi la deuxième question? Oui, j'ai Non. compris. C'était vraiment encore par rapport aux ressources, en fait. C'est ce que je disais, c'est que c'est difficile de vraiment créer un curriculum ad hoc pour l'éducation spécialisée. Parce que déjà, en soi... C'est pas pour, enfin, nous en Belgique, pas pour nous, c'est pas difficile pour nous, dans le sens où on se base sur un niveau primaire, même si on a des jeunes ados. Et donc, les activités qu'on peut trouver, je veux dire, qui sont pour l'école primaire, nous fonctionnent très bien avec nos élèves. Et puis, on adapte évidemment parce qu'on va passer plus de temps sur l'organisation spatio-temporelle, des choses comme ça, qu'avec des jeunes, je veux dire, dans le traditionnel, ça va relativement vite, entre guillemets. À leur âge, normalement, ils ont déjà des bases. Mais nous, on n'a pas de souci de trouver des ressources pour nos élèves. En tout cas, je ne sais pas, c'était Laetitia qui a le même genre de public que nous. Oui. Nous, en tout cas, ça ne pose pas de souci. Nous, comment dire, oui et non. Enfin, dans le sens que je pense que j'ai l'impression, mais je ne veux pas faire une généralité, mais qu'en tout cas, dans le spécialisé Timio, les enseignants, ils commencent, on est vraiment sur un début et on est face à, surtout nous, à la réalité que souvent, nous, le système des institutions, etc., c'est en place depuis très longtemps. Et en fait, vu que c'est le début, les enseignants, en fait, c'est toujours un défi de se rallier à quelque chose qui est nouveau, de devoir découvrir un nouveau monde, etc. Donc, je pense que les enseignants, ils prennent pas forcément le temps, mais par contre, moi, quand je me suis lancée et puis que, de nouveau, je connaissais pas grand-chose, etc. Quand je me suis lancée, j'ai un peu tapé sur Internet, j'ai cherché des choses. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Comme je vous ai dit, moi, je m'étais basée sur ce document fait par l'Université de Genève. Je l'ai trouvé très bien, même pour le spécialisé. Après, je pense que la réalité, c'est qu'il existe des choses, mais que dans le spécialisé, de toute manière, les enseignants devront adapter. Des choses clés en main, il en existe. Moi, j'en ai trouvé en tout cas. Après, moi, le public que j'ai, nos élèves, c'est plutôt tout ce qui est troubles scolaires, etc. J'imagine quelqu'un dans une autre fondation qui a plutôt des élèves dans tout ce qui est retard mental ou avec des troubles moteurs, comme il parlait Paolo. Du coup, il faut adapter. On va trouver certaines séquences, puis même l'âge. Moi, j'ai vu que j'ai des tout petits, de la maternelle à des secondaires. Finalement, j'ai trouvé une ressource et je l'ai adaptée à chaque niveau. Donc, je pense qu'il existe réellement des choses, mais après, c'est plus du ressort de chacun de l'adapter à sa propre réalité. Et je pense que ça sera difficile de créer des ressources qui vont correspondre à tout le monde.
parce que chacun a une réalité différente, mais ça commence, il y a de plus en plus de choses. Enfin, moi, j'ai quand même trouvé beaucoup de choses. Et puis, est-ce que je verrais l'intérêt de réellement créer des ressources sur mesure pour, admettons, ma fondation? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que c'est quand même beaucoup de temps et d'investissement. Et il existe déjà des choses très bien. Et je pense, j'en ai pas parlé, mais je crois, Paolo, il en a parlé de la mallette Timio que Mopsia a faite, en fait, que la mallette avec les défis. Ça, je l'ai aussi utilisé, je l'ai trouvé très bien et adaptable. Donc, je pense que le défi, il est plutôt sur le fait d'adapter ce qui existe déjà pour les publics concernés que de toujours réinventer la sauce, je pense. Hein. Merci beaucoup, Laetitia. J'ai une autre petite question pour toi qui a été posée par Laurent Touché, que je ne sais pas s'il nous a quittés, mais quand même, je vais la poser, parce qu'il a quand même posé pendant ta présentation, donc je pense que c'était pour toi. À quelle fréquence et sur quelle période se déroulent ces activités que tu as fait? Alors moi, j'ai fait 2 choses différentes. Une fois, j'ai fait sur 8 séances. J'ai fait 8 séances de 45 minutes. Dans une classe, et après, donc une période. Enfin, chez nous, une période, c'est 45 minutes, donc j'ai fait 8 fois une période de 45 minutes, et une autre fois, j'ai fait 5 fois. Et je fais tous les jeudis, donc c'est 1 fois par semaine. Moi, je l'ai fait comme ça. Ok, merci beaucoup. Après, on a eu aussi pas mal de questions par rapport aux présentations. Vous inquiétez pas, on va les partager avec vous. Si les speakers, ils ont déjà pas fait sur le chat, mais je pense qu'Anouk et Vanessa, ils ont déjà fait. Paolo, your presentation was asked as well if you can share with us. Yeah, I'm sharing. And I have another question for Paolo. If I can find it. Yes. Est-ce que Paolo utilise Blockly for Timio avec la dernière version firmware de Timio? Donc, Paolo, do you use Blockly for Timio with the latest version? Yes, I tested with people with disabilities. They found the autistic, let's say, I showed them Scratch version and Blockly, but the time they spent to look for, they found immediately much more useful Blockly because it was easier for them. Let's say they found the long list of commands to search is they get frustrated quite soon, and being autistic, they refuse to go on. And so while then I showed Blockly, and they liked it much better. So as has been said, I follow the kids. So if they have a passion or they demonstrate interest in something, I don't force them to change, and I adapt it to their needs. Thanks a lot for your reply, Paolo. Sophia, je pense qu'on a un peu débordé avec les temps. On a un peu beaucoup débordé. Alors, ce qu'on va faire, c'est on vous remercie tous déjà d'avoir participé. Merci beaucoup aux intervenants. Je vais faire les annonces, mais vous pouvez partir si vous le souhaitez. Mais merci en tout cas de votre présence. Mais il y a pas de souci. Je fais rapidement les annonces, comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le futur. Alors, première petite annonce, durant le mois de juillet, août, donc c'est les vacances scolaires, donc on ferait une petite pause pour les webinaires Timio, mais on vous retrouve le premier mercredi du mois de septembre, le 7 septembre, à la même heure, 16h-17h. Par contre, il sera en anglais et on va traiter sur Timio avec Raspberry et Microbit. Donc, vous êtes cordialement invités. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez déjà vous inscrire. Deuxième annonce, ça concerne vraiment vous, donc les enseignants du spécialisé. Il y a le 12e congrès qui va se passer le 6 septembre à Fribourg. Et justement, la thématique de adapter les ressources, on va la traiter ensemble. Je suis en contact avec Annick et avec Laetitia, justement, qui sont en train de m'aider un petit peu à décortiquer tout ça.
On aura un atelier qui va traiter tout ça. Donc, nous, on va partir de ressources qu'on utilise à l'ordinaire pour essayer de l'adapter pour le spécialiser. Donc, vous êtes cordialement les bienvenus. Je vous mets aussi l'information dans le chat. Donnez-moi un petit instant. Voilà. Ensuite, troisième annonce, ça j'avais déjà annoncé lors du webinaire précédent, c'est que nous avons un escape game robotique en ligne. La question qui se pose, c'est est-ce que ce type d'escape game, on pourrait l'adapter pour le spécialiser? Pour avoir votre avis, venez le 22 septembre de 17h à 18h au webinaire qu'on vous prépare. Donc, en fait, brièvement, c'est un escape game qui est en français, italien, allemand et en anglais. Et ils sont en train d'adapter pour le grand public, pour les enfants, je veux dire. Et là, ils sont en train de l'adapter pour une version scolaire. Donc, ça serait intéressant aussi d'avoir votre avis sur cette version scolaire. Est-ce que ça serait adaptable pour le spécialiser? Et finalement, la dernière annonce, donc j'ai vu que pas mal d'entre vous, vous faites des activités de robotique dans vos écoles. Donc, vous êtes les bienvenus à participer au concours qui est ouvert jusqu'au 20 septembre. Donc, il est très facile. Vous envoyez une photo de vos élèves ou des mains de vos élèves en train de faire une activité en robotique. Vous nous envoyez à info@roteco.ch et c'est tout. Donc, c'est très facile pour la participation. Donc, n'hésitez pas. Et Sarah, je crois que tu avais une annonce un petit peu plutôt de l'ordre commercial. Je te laisse la faire si jamais. Non, on est déjà entré en retard. Très bien.